Alors, bienvenue à InfoCam Extra, l'émission où les gens viennent en studio pour parler de différents sujets. Donc, mon premier invité, Christian Chenarguier, qui travaille pour la MRC de Kamouraska, il est coordonnateur en sécurité incendie. Donc, bonjour, Christian. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, on va parler de la persévérance des pompiers en formation soulignée par le conseil de la MRC de Kamouraska. En fait, ça veut dire qu'à chaque année, vous formez des nouveaux pompiers à temps partiel, mais là, cette fois-ci, c'était un petit peu différent à cause de la pandémie. Donc, les pompiers ont dû être patients parce que ça a pris quand même plus qu'un an. Là. On parle de 2 ans de formation. Oui, effectivement. Ce qui était très complexe, c'est que les pompiers ont commencé leur formation en novembre 2019 et on se rappelle toute la vague COVID. Et il y a eu beaucoup d'adaptations, beaucoup de retard, beaucoup plus de complexité dans leur formation due à l'arrivée de la COVID. Donc, il y a eu les autres qui avaient beaucoup de formulaires, beaucoup de choses, beaucoup de plus de formalités à faire dans le cas de la COVID. Donc, remplir des preuves de santé, les délais étaient toujours reportés. Oui. Les examens étaient beaucoup plus complexes. C'était comme les masques avec les lunettes, avec toute la distanciation à respecter. Donc, ils ont eu vraiment beaucoup plus de retard, beaucoup plus de patience à avoir dans le cadre de la formation. Normalement, nos groupes, on les finit en environ un an et demi. Mais là, ça a été un peu plus long. Mais on s'entend même que leur examen final qui a eu lieu il y a 2 semaines, c'était quand même assez complexe. Il y avait des masques, des lunettes, il fallait qu'ils les enlèvent, il fallait qu'ils donnent une preuve de vérification, ce qui était qu'il n'y avait pas le COVID nécessairement. Ah oui, il fallait même prouver. En fait, il fallait le passeport. Non, pas nécessairement le passeport, mais ils ont des formulaires à remplir avant de se présenter. Ils ne peuvent pas débarquer de leur véhicule s'ils n'ont pas la preuve que c'est validé par quelqu'un. Après ça, c'est revalidé. Donc, il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de processus qui n'étaient pas là avant, qui étaient là par rapport à leur formation. Donc, nous autres, on voulait souligner leur travail. Puis, en réalité, ça prouve qu'ils sont capables de s'adapter. Puis c'est ce qui est important dans leur future carrière de pompier, de s'adapter à cette réalité-là. Donc, ils ont fait preuve de persévérance, ils ont continué, ils n'ont pas lâché. Puis mais ils ont fait la preuve qu'ils voulaient devenir aussi pompiers parce qu'ils auraient pu abandonner aussi. Ils ont eu une motivation intrinsèque là-dedans, ils ont continué. Je pense que c'est important de le souligner, puis on le souligne, on est fiers de leur formation, mais encore plus dans un contexte COVID, comme de quoi, c'est un tout, regarde, bravo, là, Oui, c'est sûr que ça mérite des félicitations. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, parce que oui, dans la formation des pompiers, il y a beaucoup de cours théoriques, ça va, là, tu as des bureaux, là, vous n'êtes pas collés, mais sur le terrain, il y a des pratiques terrain. Oui. Donc, ça aussi, ça a dû être un peu plus compliqué, là. C'est encore l'adaptation. En réalité, nous autres, la MRC, on est gestionnaire de formation. Donc, tout ce qui est le cadre théorique, on organise on engage les instructeurs, on voit ce que les formations théoriques sont données, puis on supervise le volet pratique. Mais c'est donné dans chacune des casernes. Donc, le but, en réalité, c'est que oui, c'était compliqué rendu dans la caserne. Il fallait que des fois, il y ait le masque, il y ait une certaine distanciation qui pratique dans un contexte qui est tout autre que leur réalité habituelle. Mais ils se sont pliés, puis ils l'ont fait, puis ils sont arrivés, puis ils ont passé. Puis ce qui est important de souligner, c'est qu'il n'y a pas eu d'échec à l'examen. C'est que sur tous mes candidats, tout le monde a réussi. Ah oui? Ça veut dire combien de pompiers, ça? 10 ou 12? En réalité, c'est 12 pompiers qui étaient dans le groupe, mais je n'avais 10 du Kamouraska. Il y en a 2 qui étaient de notre territoire, donc qui étaient intégralement au groupe. Donc, de Pointe-Négamook, de la ville de Pointe-Négamook. Tout le monde a bien réussi l'examen dans le contexte. Puis malgré que ça faisait quand même 2 ans qu'ils étaient là-dedans, il aurait pu oublier des choses. On s'est assuré de mettre en place une bonne révision dans la fin de semaine d'avant. Donc, tu sais, ils ont eu... puis, tu sais, je me rappelle, en révision, là, j'étais présent, là, puis la grosse pluie, c'était difficile. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'ajustements. Puis, on a continué quand même. Il fallait faire sécher le matériel, puis on continuait. Puis, il faisait froid, mais on l'avait quand même. Mais les exercices que vous faites, là, c'est-tu de la désincarcération? Est-ce que c'est éteindre un feu? Tu sais, des fois, vous faites, je sais pas, il y a une grange qui est plus bonne, vous pouvez la brûler, là, vous faites des exercices. Pas nécessairement. C'est qu'on ne fait pas de décarcération, c'est une spécialité au niveau de l'incendie. Okay. Donc, ils font tout ce qui est la formation pompier, qui est la formation de base pour être pompier au Québec. Donc, pratique les appareils respiratoires, les mesures, comment sortir une victime, comment utiliser les jets, comment grimper sur un toit, mettre une échelle, faire une ventilation au toit. Donc, c'est vraiment toutes les actions de base qu'un pompier va faire. Donc, nous autres, on a organisé une demi-pente de toit, comme de quoi ils vont comme une scie mécanique, ils font une percée dans le toit, ils vont faire des semblants qu'ils éteignent un feu, qu'il y a un jet aussi, tu sais. C'est de la simulation, c'est ça, mais ils se pratiquent pour être vraiment prêts à leur métier. Puis
passer leur examen. Là. Moi, j'ai déjà participé, hein, tu t'en rappelles, à une simulation, mais éteindre une grange. Puis c'est comme si c'était dans la réalité. Hein? C'est vraiment, ils sont autant, comme si c'était vrai, là, ils sont dedans, les pompiers. Là, c'est comme si c'était un vrai feu, donc il faut faire les bonnes choses au bon moment. Donc, c'est intéressant comme pratique là, quand même. C'est très intéressant. Puis, tu sais, la base du métier, puis même des pratiques, c'est toujours axé sur la santé et la sécurité au travail. De ne pas prendre de risques inutiles, de toujours faire des bonnes actions au bon moment, d'avoir les bons équipements de protection. Puis c'est là qu'on s'assure que les pompiers sont bien protégés dans leur travail, puis que peu importe qu'ils simulent ou qu'ils pratiquent ou qu'ils font l'examen, c'est toujours le volet santé et sécurité qui est très prioritaire à ce niveau-là. Et là, bien, ça fait 12 pompiers en tout. Mais bon an, mal an, là, Christian, là, à chaque année, il y a combien de pompiers qui sortent de ces formations-là? Normalement, environ une dizaine par année. Là. Tu vois, là, présentement, j'ai fini cette cohorte-là, puis je suis en train de démarrer une autre cohorte là, de ces jours-ci. Donc, de mémoire, je pense que j'ai 12 candidats à cette cohorte-là. Donc, j'ai encore d'autres pompiers qu'on va former pour arriver à maintenir. On s'entend que les pompiers, il y a une rotation à chaque année. Il y en a qui démissionnent, il y en a qui sont rendus à la retraite. Donc, oui, parce que là, je me disais, bien, écoute, à un moment donné, vous allez en avoir trop de pompiers, mais non, c'est parce qu'il y a une rotation. C'est une rotation qui est normale. Puis, tu sais, les gens qui prennent leur retraite de pompier, donc, ils font une carrière de 10 ans, ils font pas une carrière à vie nécessairement là-dedans. Donc, nous autres, en réalité, on s'assure que les besoins minimaux en effectifs sur le territoire, bien, chacun des services d'incendie me fournit, bien, regarde, je vais en former 3, je vais en former 4, je vais en former 5. Okay. Donc, après ça, moi, je regroupe tous ces besoins-là, puis parfait. Donc, maintenant, j'ai assez de candidats pour partir une nouvelle cohorte. Donc, quand j'ai le nombre de candidats prescrits, on y va, on part de cours, puis on synchronise tout ça ensemble. Quand même, c'est beaucoup, mais est-ce que c'est... Moi, je trouve que c'est beaucoup, 10 par année, mais est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup? Ou vous pensez... Tu sais, vous aimeriez qu'il y en ait plus? Parce qu'il faut le comprendre, hein, c'est des pompiers à temps partiel. Donc, ils ont tous un emploi. Hein, fait qu'il faut que tu veuilles offrir de plus de ton temps, là, on s'entend. Il y a 2 volets là-dedans qu'il faut tenir compte. C'est que nous autres, la MRC assure de répondre aux besoins des municipalités là-dedans. Donc, ils nous formulent les besoins, j'en veux 3, j'en veux 4. Donc, on part des cohortes en fonction de leurs besoins. T'sais, en réalité, on est à l'écoute, puis on veut vraiment respecter ça. Mais aussi, c'est le fait d'être pompier temps partiel demande beaucoup de sacrifices personnels et professionnels des gens. Donc, c'est pas tout le monde qui vont faire des carrières éternelles nécessairement là-dedans. Donc, tu sais, on s'entend qu'il faut faire des pratiques, aller à ses interventions, se lever la nuit. Puis, c'est vraiment quelque chose qui est très louable, mais c'est pas tout le monde qui veut faire ce job-là nécessairement. Donc, on veut les encourager, puis on veut les féliciter de ça. Ben oui. Mais il reste que c'est un travail qui est exigeant. Là. Des fois, tu vas aller sur un feu la nuit, il faut que tu aies ton travail régulier le lendemain quand même. Mais c'est ça. Même si tu es fatigué, même si il fait froid, tu continues. Donc, la persévérance d'être pompier temps partiel, continuer dans la formation, puis de rester en place, mais on veut le soulever aussi. C'est important de ben oui, parce que là, vous le formez pendant 2 ans, fait que vous souhaitez que les pompiers là, restent aussi, là, tu sais, hein? On les forme pas pour rien. Donc, ça définit bien le pompier à temps partiel ici parce que, bien, dans le Bas-Saint-Laurent, il y a quelques pompiers qui sont à temps plein, hein, qui sont dans les casernes, mais le reste, bien, c'est des temps partiels. Est-ce que des fois, ça peut arriver que le pompier à temps partiel peut se faire appeler pendant qu'il travaille dans la journée? Oui. Et là, les employeurs doivent être ouverts à ça aussi. Oui, c'est clair que on s'entend que globalement, il faut que ce soit ouvert, mais des fois, c'est pas tout le monde qui peut être libéré en tout temps. Si je regarde, il y a des gens qui peuvent être enseignants, qui peuvent avoir des emplois qui peuvent pas nécessairement. Mais dans la plupart des cas, puis c'est ce qui est important de souligner aussi, c'est que les employeurs ont une très bonne collaboration à ce niveau-là, puis ils libèrent leurs pompiers pour aller sur l'intervention. Donc, tu sais, c'est vraiment une relation de confiance qui se base à ce niveau-là. Puis les entreprises, bien, tant qu'ils collaborent, c'est avantageux pour les municipalités et les services d'incendie. Puis le citoyen, il gagne aussi parce qu'en réalité, il y a plus de pompiers disponibles s'il y a un feu en plein jour aussi. Là. Et on s'entend que des fois, le pompier temps partiel, on peut dire volontaire aussi, c'est qu'il ne peut pas être disponible 100 du temps nécessairement. Ils ont une famille, ils ont une réalité, ils sont à l'extérieur. Donc, dans une stratégie, on est mieux d'en avoir un petit peu plus que pas assez. Donc, Puis des fois, on le sait, hein, des fois, il peut y avoir des incendies dans les forêts que c'est assez très, 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 très grand là, comme feu, comme celui qu'on a connu là, à Rivière-Ouelle il y a pas longtemps. Là, justement, c'est un exemple. Il y a beaucoup de pompiers qui étaient là 2 jours, qui étaient libérés par employeurs, qui travaillaient, puis ils collaboraient à protéger les citoyens aussi dans ce cas-là. Donc,
les employeurs ont dit, garde, on libère, vas-y, va au feu. Puis éteignez ça. Éteignez ça au plus rapide. Mais c'est ça, donc c'est vraiment la collaboration avec les employeurs locaux, avec les pompiers aussi qui font preuve d'une bonne souplesse par rapport à ça. Puis il y a une collaboration aussi avec les ambulanciers, hein? Parce que des fois, vous travaillez aussi en pair avec eux autres. Donc, quand il y a une sortie d'un humain, là, d'un véhicule, là, bien là, il y a une collaboration aussi qui se fait avec les ambulanciers. Bien, tous les services d'urgence sont appelés à collaborer ensemble. Avec les pompiers, avec les police, policiers, pompiers, chacun a un rôle à jouer sur une scène d'intervention. Donc, l'ambulancier, lui, c'est la victime, et puis il va dire aux pompiers, sortez là de telle manière pour être sécuritaire. Les policiers vont être présents sur le territoire pour assurer le périmètre, fermer les routes. Donc, chacun a un rôle défini dans une intervention pour qu'elle soit un succès. Donc, chacun, il apporte un petit peu, puis on réussit à avoir un bénéfice de sécurité. Ben oui, dans le but dans le but d'aider les citoyens. Donc, étant donné qu'on souligne leurs 2 ans de formation, on va les nommer, les pompiers, si tu permets, Christian, pour les remercier. Hein? On va le faire en ondes. Donc, voilà les nouveaux pompiers à temps partiel. Il y a Joël Bouchard, Julien Caron, Mathieu Chabot, David Dionne-Lévesque, Étienne Dubé, Sébastien Laplante-Lavoie, Ricky Lavoie, Thomas Lévesque, Jérôme Ouellette, Mathias Roussel, Stéphanie Roussel et Yannick Saint-Onge. Il n'y a pas beaucoup de filles. Ça s'en vient. Il y en a une! Mais à chaque année, environ 1 ou 2 filles qui viennent se former. Puis à chaque fois, là, dans la prochaine cohorte, je pense, j'en ai 2, 3 de mémoire. Donc, tant mieux qu'ils prennent leur place. Puis tout le monde, on est fiers de pouvoir avoir des femmes à servir d'incendie. Tout à fait, mais tu sais, on le sait quand même, là, le matériel, tout ça, c'est très, très lourd. Donc, j'imagine que moi, je pourrais pas être une pompière. Pourquoi pas? Je serais même pas capable d'avancer. Vous allez pas... Oui, en réalité, c'est un entraînement, puis on s'entend que tout le monde peut être habilité à le faire, je pense. Là. Il y a certains risques, mais je pense que c'est pas nécessairement d'avoir une certaine forme... Il faut avoir une bonne forme physique, mais une fois qu'on a ça, on est capable de faire quand même beaucoup de choses dans ce côté incendie. Ah bon, bien, je vais y penser, puis je vais te revenir avec ça, Christian Chénard. Donc, je te remercie beaucoup de ta présence aujourd'hui. Et encore une fois, on les remercie, ces pompiers qui vont faire un travail extraordinaire sur le territoire du Kamouraska, étant donné que c'est vous qui les formez. On organise la formation, oui, mais des instructeurs aussi qui ont fait un bon travail pour les amener à être des professionnels dans l'incendie. Merci beaucoup, Christian Chénard. Alors, ma prochaine invitée à InfoCam Extra, c'est Pascale Dumont-Bédard, coordonnatrice au Centre Femmes La Passerelle du Kamouraska. Alors, bonjour Pascale. Bonjour Anne-Christine. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore cet organisme, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas ça encore ou qui viennent d'arriver dans la région, hein, on ne le sait pas. Le Centre Femmes La Passerelle du Kamouraska, c'est quoi votre mission et les activités que vous proposez? Bien, notre mission, c'est d'accompagner les femmes, l'ensemble des femmes du Kamouraska lorsqu'elles vivent des problématiques ou que lorsqu'elles veulent aussi s'épanouir. On est là aussi au niveau de l'éducation populaire. Mais en gros, on est là quand les femmes sont victimes de violences conjugales, entre autres, mais on est là aussi pour briser l'isolement des femmes, principalement, puis les informer de ce qui se passe dans la région et de ce qui concerne les femmes. Fait qu'on est vraiment comme des représentantes pour les femmes du Kamouraska. Puis c'est ça. Fait qu'au niveau de la violence conjugale, bien sûr, on accompagne les femmes, ils nous appellent, ils demandent des conseils. Souvent, on est en prévention, je vous dirais. Là, ah oui? Pas mal plus là, que de réparer, là, que les actes soient faits. Là. Mais c'est pas vraiment dans votre mission de recueillir des femmes. Vous faites pas ça, de l'hébergement et tout ça. Là. On n'est pas un centre d'hébergement. Les gens, souvent, ils mêlent là, les centres femmes. On est vraiment là pour accompagner la femme dans sa globalité. Et peut-être proposer un endroit, mettons, si on a besoin vraiment de quitter la maison, bien là, vous allez référer des endroits. Oui, tout à fait. Nous, ici, au Kamouraska, on a l'autre toit du KRTB avec qui on travaille. On a aussi le Havre des femmes qui est dans l'îlet, là, avec qui on travaille pour référer des femmes qui auraient besoin d'hébergement. C'est des femmes avec leurs enfants aussi. Fait que des fois, les femmes arrivent, ils se vivent une situation, ils se questionnent. Il y a beaucoup de chicanes, ils ne savent plus trop comment prendre la situation. Il y a un divorce, une séparation, les enfants. Tout comprendre, là, le système, la justice, tout ça, là, on est là pour les aider à démystifier, vulgariser aussi tout ça. On est là aussi quand quelqu'un vit un deuil, tu sais. C'est une situation particulière. Quand une femme perd son mari, tu sais,
la vie, ça change tout, ça chamboule sa vie, bien, on va être là aussi pour les aider à trouver des ressources ou à juste discuter, ventiler, ça fait juste du bien. Ah ben oui, tout à fait. Hein. Juste pas être seul avec notre avec notre situation, une situation qu'on se préoccupe. On est dans un emploi où on n'est pas bien, dans un contexte où, je sais pas, avec nos collègues, on vit certaines situations, avec notre employeur. Oui, avec l'intimidation, mais on n'est pas obligé de se rendre jusque-là. Tu sais, souvent, il faut agir avant, hein, en prévention. Donc, ils vont nous appeler parce qu'ils se questionnent. Dès qu'on commence à se questionner, on peut nous appeler pour voir quels sont les outils, qu'est-ce que je devrais faire face à la situation où je me sens inconfortable, que je vis un malaise. Est-ce qu'il faut être membre pour pouvoir accéder à ces services-là? Pas du tout. Non? Pas du tout, non. On peut être membre, mais on peut aussi ne pas être membre et avoir tous les services offerts par le Centre Femmes. Oui, tout à fait. C'est important vraiment de le mentionner. Oui, tout à fait. Et là, vous faites aussi des petites causeries, des dîners-causeries, de café-causeries. En fait, il y a des activités aussi qui sont vraiment agréables. Oui. Tu l'as dit tout à l'heure, pour briser l'isolement, parce que oui, il y a des femmes qui sont malheureusement seules, des hommes aussi, mais là, on parle des femmes aujourd'hui. Donc, ça aussi, ça fait des activités qui peuvent voir des gens. Oui, c'est ça. Discuter avec d'autres. S'entraider aussi, réseauter, cuisiner ensemble. Des femmes retraitées ou qui viennent prendre leur retraite ont encore, du potentiel, ont envie d'échanger, faire partager leurs connaissances. Tout à fait. Ils viennent au Centre Femmes, rencontrent d'autres femmes, ils s'entraident. Puis nous, on organise des activités de connaissance de soi, de confiance en soi. On a un groupe d'entraide de femmes qui s'appelle Antidote, où avec elles, c'est un groupe fermé dans lequel on fait des activités pour vraiment prendre conscience de qui on est, puis avoir le courage. Là. Souvent, on se questionne beaucoup avant d'oser puis de passer à l'action. Donc, nous, les femmes, on est beaucoup comme ça. Donc, on aide à identifier les forces de chacune. Puis c'est des femmes de tous âges. Là. C'est ça qui est beau au Centre Femmes. Fait qu'on est beaucoup dans l'inclusivité, de la différence. Donc, fait que c'est ça. Fait que les gens, ils s'entraident. Des femmes retraitées qui viennent marcher, viennent prendre une marche ensemble, le tricot, des toasts café où on a un sujet ou une thématique qui préoccupe les femmes. Fait que les femmes, ils viennent au Centre Femmes, puis là, ils peuvent en discuter, tu sais. Donc, chaque personne qui travaille au Centre Femmes La Passerelle ont chacun leur mandat, leur spécialité pour aider les femmes. Parce que vous n'avez pas vraiment de directrice, là. Bien, c'est une coordonnatrice. C'est moi qui est la coordonnatrice pour voir est-ce que les activités fonctionne bien, travailler avec le conseil d'administration. On est beaucoup en gouvernance inclusive de façon plus transversale où on travaille tout ensemble, où les femmes participent à la gestion et à la décision. C'est ça qui est important, autant l'équipe de travail que la gouvernance. Puis, c'est ça qui est vraiment bien parce qu'on se rend compte qu'on fait vraiment une force commune. Tu sais, les compétences de chacune sont mises ensemble. Là. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis oui, on a 2 intervenantes en accompagnement individuel, en accompagnement social. Des fois, une femme va nous appeler, elle va passer en cours à Rivière-du-Loup, puis elle se sent seule, tu sais, elle est là. Fait qu'elle va nous appeler, puis elle va nous dire, bien, moi, j'aimerais ça être accompagnée de quelqu'un qui va, tu sais, je vais me sentir mieux si je suis avec quelqu'un que d'être seule. Ben oui. Fait que là, on a une intervenante qui part, puis qui accompagne la femme en cours, puis juste là pour être avec elle, tu sais, une présence. Ça, c'est l'accompagnement individuel. On en a 2 personnes comme ça au Centre Femmes qui fait de l'accompagnement individuel et social, là, on appelle ça comme ça. Puis, on a une chargée de projet qui travaille présentement. On a 2 projets au Centre Femmes. Un de jardinage. On a fait faire des bacs en jardinage. On a un financement parce que les femmes aiment ça jardiner. Hein? Ben oui. Souvent, on aime jardiner. On a même, d'ailleurs, eu de la misère à trouver des bacs, là, tu sais. J'en doute pas, Des bacs individuels. Fait qu'on a des sous pour des bacs individuels, puis des bacs à hauteur d'humain, on dit. Surélevés, là. Surélevés, là. Oui. Puis on a une agente sociopolitique aussi qui est là pour tout ce qui est l'implication citoyenne. Les élus là, du Kamouraska, on en a 49, là, c'est vraiment hot. Fait qu'on est là pour les aider à prendre du lead, puis à prendre, tu sais, ce qu'est la gouvernance ou le leadership féminin. Fait qu'on est là aussi à ce niveau-là là, c'est pour formidable, les accompagner. Ben oui, ah wow! D'accompagner les femmes, hein? Les femmes, oui. Puis, tu sais, de trouver, est-ce qu'on a besoin de formation? Est-ce qu'on a besoin d'outils pour... supplémentaires. Puis comment on fait pour en convaincre encore plus de prendre leur place dans les conseils d'administration, dans les... Dans les directions d'entreprise. Dans les directions, dans... C'est ça. Dans la gestion, puis tout ça. Prendre la place
qui nous est offert, il ne faut pas avoir peur. Bien, prendre une place selon la compétence qu'on a, puis d'oser y aller. Tout à fait. C'est pas de dire qu'on est meilleur ou pas, c'est si tu as les compétences, pourquoi pas? Ben oui. Peut-être qu'on va voir une directrice générale du Canadien de Montréal, mais ça, bon. Ah, ben oui, pourquoi pas? Laissons porter. Mais là, j'aimerais vraiment parler d'un sujet vraiment important avec toi, Pascal. C'est un sujet qui est lourd, mais quand même qui est important d'en parler. On pourrait parler, oui, de prévention, mais les féminicides au Québec, là, on est rendu à 17-18 depuis cette année, là, donc c'est vraiment beaucoup. Beaucoup trop. C'est du jamais vu, là, on n'a jamais eu autant. Donc, ben c'est ça. Fait que là, il y a une réflexion à faire, là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'on en est rendu à là? Est-ce qu'il faut changer notre façon de faire au niveau de la prévention? Il y a des choses à faire. Et le gouvernement aussi a pris conscience de cette problématique-là. Et là, on parle des bracelets... comment on dit ça? Les bracelets anti-rapprochement. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que si une femme se sent en danger par rapport à son ex, par exemple, d'habitude, il allait voir la police, restriction de ne pas être en contact, mais à part ça, il n'y a pas un policier 24 heures sur 24 avec cette femme-là. Non. Donc, juste que ça soit mentionné, de ne pas être en contact, c'est pas assez, parce qu'on le voit, hein? Ça l'arrive quand même. Ça arrive encore. Donc, ces bracelets-là, est-ce que tu penses que ça va fonctionner? C'est pas le premier pays, mais c'est la première province, le Québec, qui va l'avoir adopté. Oui. Hein? Bien là, on est dans le bon chemin, là. Hein? On s'en va vraiment vers accompagner la femme suite à un jugement de cour, d'avoir un filet de sécurité plus élevé. Ben oui. C'est comme important. Là. Oui. Ces bracelets-là vont permettre d'avoir un premier... les policiers vont être informés avant que la femme soit informée sur si la personne franchit la zone déterminée. Ouais. Puis ensuite, les policiers vont aller la voir. Mais tu sais, c'est dommage d'être là, mais on n'a pas le choix. Tu sais, ces femmes-là qui ne dorment pas bien, qui ne savent pas si quelqu'un va arriver ou que elle va faire son épicerie, puis elle va peut-être le croiser. Tu sais, on ne le sait jamais, là. Tu sais, es-tu suivie ou pas? Es-tu là au coin de la rue? Tu sais, des fois, elle peut le voir passer, tu sais, on en a des témoignages comme ça, là, qui sont dans l'insécurité constante, tu sais. C'est elles, mais souvent elles avec leurs enfants, tu sais. C'est souvent une situation, la majorité de ce qui se passe, là, au niveau des féminicides, c'est souvent lors d'une séparation. Oui. Fait que c'est souvent là... Il y a souvent des enfants aussi. Il y a souvent des enfants en cause. Oui. C'est ça. Fait que ça, c'est d'autant plus, tu sais... triste. Tu sais, nous, qu'on voit ça à la télévision, là, tu sais, on est bouleversé de voir ça. Fait qu'imagine la femme qui vit dans un moment comme ça, qui se sent pas en sécurité. Donc, on est rendu là avec... Elle est toujours dans un niveau d'anxiété. Ben oui, tout à fait. Donc, bracelet... bracelet, c'est super. Ouais. Ben, tu sais, c'est le résultat, c'est le fruit d'une consultation, aussi de différentes revendications qui ont été faites de groupes de femmes. Puis... tu sais, les élus ont écouté, c'est le gouvernement, mais c'est aussi un grand comité qui a été formé au cours des dernières années. Et puis là, ils commencent à mettre en action le plan d'action qui a été déposé. Fait que c'est vraiment bien. Oui. On voit de quoi qui est concret là, sur le terrain. Puis comment prévenir ça? Bien, tu sais, moi, si j'avais un mot à dire, c'est vraiment aller chercher de l'aide rapidement. Tu sais, dès qu'on sent que... C'est beaucoup dans la communication, hein? C'est de comment on discute l'un envers l'autre, comment on reçoit, comment... Des fois, c'est pas évident, tu sais. Fait que ça vient chercher nos émotions, on a un peu de misère à gérer tout ça. Oui, oui. Donc, faut pas hésiter. Trajectoire Homme est là, ici, au Kamouraska. Oui, il y a des organismes qui aident les hommes aussi avec des problématiques de violence. Donc, il faut pas hésiter. Ils sont là pour eux. Donc, vraiment. Là, on parle, c'est sûr... On travaille ensemble, hein? Ah oui? Tu sais, on est en étroite collaboration avec la Trajectoire Homme puis le Centre Femmes, parce que c'est important, tu sais. Nous, ce qu'on veut, c'est que le couple fonctionne, tu sais, que les enfants soient heureux, que la famille, tu sais... Même s'il y a une séparation, vous pouvez être heureux pareil. Oui, là. c'est ça. Il y a des outils, il y a des moyens, il y a des façons de faire, il y a des terrains d'entente qu'on peut trouver. C'est juste d'en parler, tu sais, c'est important. Et là, il y a aussi un autre projet qui va s'en venir. Hein? Oui. Là, c'est un autre projet plus
plus gros encore, peut-être, on pourrait dire ça. Bien là, on est pas mal dans le concret. Là. Oui, on est pas mal dans le concret. Donc, le gouvernement qui veut créer un tribunal spécialisé pour les causes de violences sexuelles et conjugales. Ça aussi, c'est un pas dans la bonne direction. Énormément, énormément. Tu sais, on voit souvent des sentences qui sont données à des gens qui ont abusé des femmes, tu sais, pendant des années, puis que là, ils ont des sentences qui sont... Bonbon, qu'on dit. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que c'est pas super, tu sais. Parce qu'on s'entend que la femme, elle sait qu'après un certain temps, il va sûrement sortir s'il est correct en prison. Puis, tu sais, on n'a plus de pouvoir, là. Puis, tu sais, on a vu différents jugements, là, dans les dernières années avec tout le MeToo, là, la dénonciation d'abus sexuels, tout ça. Ouais. Mais, tu sais, ils passent au tribunal, puis ils sont même pas condamnés. Quand il y a un doute raisonnable c'est ça. qui est semé, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne ici au Québec, bien, le juge ne peut pas dire, s'il y a un doute, ils ne peuvent pas trancher qu'une condamnation nécessairement. Donc, là, avec ce tribunal-là, on passe à une autre étape. Là. Ça veut dire qu'on va former les juges, on va donner des sentences en fonction des actes commis. Tu sais, les gens vont être vraiment formés à qu'est-ce que c'est l'impact, tu sais, des actions comme ça, là, des crimes posés, là, soit en violence conjugale ou en violence sexuelle. Donc là, on a un vent d'espoir, là, je dirais. Jusqu'où ça va se faire, comment et tout ça, bien, on garde espoir, là. Mais, tu sais, là, on est dans le projet de loi, là. Le projet de loi est passé à l'Assemblée nationale, on est rendu à passer à l'autre étape, donc... Fait que ça serait dans quelques mois qu'on verrait ça. C'est ça s'en vient, là. Vraiment, c'est l'année 2022. Donc, il faut suivre ça de près. Ben oui. Parce que nous, on va accompagner sûrement des gens là, dans leur processus judiciaire. Donc, bien, c'est pas nous, mais on fait un bout de chemin avec elles, mais il y a le CALAC et le CAVAX aussi qui est là pour accompagner les personnes qui sont victimes d'actes criminels ou de violences sexuelles. En fait, c'est des belles lois, des beaux projets qui s'en viennent, mais on ne pourra jamais parler... autant de prévention. Je pense que c'est aussi quelque chose de hyper important, la prévention, discuter, parler avant que le Mais je pense que c'est aussi une responsabilité collective. Oui, l'individu dans son intimité, c'est une chose. C'est l'homme et la femme, c'est une chose. La famille, c'en est une autre. Si on est témoin, il ne faut pas garder ça pour soi. Il faut en parler. Oui. Puis même si on est autour de la personne. Oui, on a aussi. souvent des parents qui nous appellent à cause de leurs enfants. Ils savent qu'ils vivent une situation particulière. Mais dans le contexte de travail aussi, c'est important que les employeurs soient sensibilisés et de ne pas laisser porter ces actions-là. Bien, merci beaucoup, Pascale Dumont-Bédard. Je pense qu'on aurait pu discuter très longtemps de ces sujets-là. Donc, merci beaucoup d'être venu. Puis, je vais t'inviter une autre fois. Puis merci à toi. On parlera encore des projets du Centre Femmes La Passerelle. Bien sûr, bien sûr. Merci, Pascale. Plaisir. Et de notre côté, on se revoit la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison d'InfoCam Extra.